Bonjour à tous. Mon nom est Mireille Forêt. Je suis responsable événements et projets spéciaux à l'A2C. Donc, bienvenue à la toute dernière conférence du monde de la com. Très heureuse d'être des vôtres ce soir. Donc, le monde de la com, c'est une série de conférences qui a été mise sur pied pour vous permettre de démystifier les différents métiers qui existent en agence de communication. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts, toutes les aspirations. Puis, on pense que ça vaut vraiment la peine que vous preniez le temps de vous pencher sur ces possibilités-là et peut-être de tomber sur la carrière de vos rêves. Donc, les agences sont toujours à la recherche de différents types de talents pour rejoindre leurs équipes parce que ça prend vraiment toutes sortes d'expertise pour bien desservir leurs clients. Donc, à l'écran, vous voyez les grandes étapes qu'on retrouve habituellement lorsque une agence va aider un client dans un certain mandat. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup d'étapes. Il y a vraiment toutes sortes de deadlines super importants à respecter. Donc, si vous aimez un milieu qui est créatif, qui est tout le temps en mouvance, vraiment le monde des agences, c'est vraiment un milieu à considérer vraiment avec sérieux. Donc, le monde de la com, c'est une initiative de l'A2C avec la collaboration de l'Alliance des cabinets de relations publiques du Québec et du Grenier aux emplois. Et on dit aussi un merci spécial à Orchestra qui a développé l'identité visuelle de l'événement. Donc, aujourd'hui, on va se plonger avec mes intervenants dans le monde des technos. Donc, ça va être vraiment différents métiers qui se retrouvent dans les départements numériques en agence de communication. Donc, je vous les présente. En fait, on a tout d'abord Nicolas Brassard, qui est directeur technique chez 288. Bonjour tout le monde. On a Julien Roube-Charland, qui est technologue créatif chez Sidley. Salut. Et on a Irène Sierralta, qui est développeuse front-end chez LG2. Salut. Donc, avant de faire un petit tour de table, je vais juste vous inviter à tous les participants qui sont connectés à utiliser la fonction Q&A qui se retrouve dans votre tableau de bord quand vous êtes connecté sur Zoom. C'est tout en bas de l'écran. Donc, vous pouvez aller ajouter vos questions tout au long de la conférence. Ma collègue Denika va faire une veille de vos questions et on va les garder pour la toute fin de la conférence. On a une bonne demi-heure pour vraiment tout répondre à vos questions. Donc, je vais cesser le partage d'écran, pardon, et je vais débuter par saluer les gens qui sont avec nous ce soir. Donc, Julien, Nicolas, Irène, bonsoir. Je commencerai peut-être par un petit tour de table pour vous présenter, parler un peu de vous aux gens qui nous écoutent. Donc, Irène, je te cède premièrement la parole. Bon, bonjour tout le monde. Je m'appelle Irène Sierralta, vénézuélienne. Puis moi, j'ai un bac en économie que j'ai étudié dans mon pays. Puis j'ai fait un changement de carrière en 2017. J'ai commencé les études en 2015, fait que j'ai travaillé en tant que développeur web depuis 4 ans à peu près. Merci. Et maintenant, Nicolas. Donc, Nicolas Brassard, je suis directeur technique chez 288 depuis 10 ans. J'ai aussi un diplôme en génie logiciel. C'est ça, j'ai eu la chance de pouvoir aussi être associé chez 288 depuis tout ce temps. Donc, c'est pas mal ça mon background. Merci. Et finalement, Julien. Oui, Julien, technologue créatif. Je travaille chez Sidley depuis environ 8 ans. J'ai un parcours un peu atypique, mais ça a fini par un bac en médias interactifs à l'UQAM. On va checker ça dans ma présentation tantôt. Merci à tous les trois. Donc, en fait, comment ça va se passer ce soir, c'est que chacun des intervenants va parler un petit peu plus de son parcours, présenter des projets sur lesquels ils ont travaillé, vraiment pour vous aider à la compréhension de leur métier respectif. On va commencer le tout avec Irène. Donc, Irène, je ne sais pas si tu es prête. Oui, je vais partager mon écran. Juste donnez-moi un instant.
Est-ce que vous voyez mon écran? Parfait. On te cède la parole. Et merci. Bon, bonjour tout le monde. Comme j'avais dit il y a 2 minutes, mon nom c'est Irene Serralta, vénézuélienne. Et dans mon pays, j'ai eu l'opportunité de travailler, de faire un bac en économie, puis j'ai travaillé dans le domaine pendant 8 ans à peu près. Après ça, on a déménagé au Canada, puis j'ai pris cette opportunité-là pour faire un changement de carrière. Je fais un cours en ASC au Collège Maisonneuve, puis après 1 an et demi de cours, j'ai trouvé ma première job comme développeur web. Puis c'est ça. J'ai toujours travaillé dans des agences web, même si j'ai travaillé dans plusieurs. Mais la première question que j'aimerais vous répondre dans cette présentation, c'est quoi un développeur web? Mais donc, la réponse la plus rapide, la plus facile, c'est de dire, nous, on fait des sites web ou des applications web. Mais en réalité, et surtout si on travaille dans des agences web, on fait partie d'une équipe qui fait des sites web, des applications web. Fait comme vous voyez dans ce petit diagramme-là, les développeurs web rentrent à peu près au milieu du parcours de tout projet. Fait comment ça déroule normalement un nouveau projet dans une agence? Au début, là, il a tout ce qui est les mandats projet. Je ne peux pas vous donner les mandats clients, pardon. Je ne peux pas vous donner beaucoup de détails parce que ce n'est pas vraiment ma job. Mais je sais qu'au début, il a des contacts avec les clients, il a toute l'analyse des besoins du client, etc. Puis, dans un moment donné, ça rentre dans la cour des designers où les designers vont faire comme, moi je l'appelle comme une traduction visuelle de tout ce que les clients ont besoin. Et ça se fait en forme de maquettes, c'est ce qu'on appelle les maquettes. Puis une fois que ces maquettes sont déjà faites puis approuvées par les clients, c'est là que nous, on rentre dans le job. Fait que pour commencer un projet, normalement, on fait ce qu'on appelle un kick-off. Fait que les designers, on fait un meeting avec les designers puis les chargés de projet. Ils nous présentent les clients, un peu l'explication des besoins du client, puis on passe à la présentation du design tel quel. Et là, une maquette d'un site web, normalement, ça comprend les designs pour toutes les pages du site. Puis, on fait aussi la discussion sur les différentes animations que les designers veulent ajouter dans le site ou toutes les features qui vont être dans le site. Mettons, si vous savez, je ne sais pas, une barre de recherche, comment ça va marcher, comment ça va afficher les résultats, etc. Tout ça, ça se fait dans la première discussion kick-off pour le projet. Après ça commence la partie la plus fun, selon moi, que c'est le codage du site. Fait qu'on transforme la maquette visuelle dans quelque chose d'interactif. Puis après ça, une fois que le site est fini ou est fini à 95%, on passe dans une phase de QA. Fait qu'on va avoir un QA fonctionnel puis un QA design qui se fait à peu près en même temps. Puis là, le QA fonctionnel, c'est juste une personne qui va s'assurer que le site fonctionne dans tous les navigateurs, dans tous les différents types d'appareils, les téléphones, les différents systèmes opératifs et tout ça. Puis, le QA design est fait par les designers du site, puis pour s'assurer que tout ce qui est dans la maquette, ils les voient à l'écran tel quel. Une fois que tout c'est parti, après ça, c'est ça, excusez. Là, ils vont commencer à faire une liste de petits problèmes qu'ils trouvent dans le site et les devs vont les corriger. Une fois que toutes ces phases finissent, là, on passe à la formation client. On montre au client comment rentrer son contenu parce que il faut comprendre que quand on livre un site, ce n'est pas nous qui rendons le contenu, c'est les clients. Nous, on donne une plateforme qui va être dynamique, qui va avoir du contenu qui va changer avec le temps. Fait que dans ces phases-là, on montre au client comment rentrer son contenu. Puis, une fois que tout le contenu est rentré, les clients sont contents avec tout ça, là, on passe à la mise en ligne. Et le site est accessible au public en général. Donc, c'est quoi un front-end alors? Un site web, on peut dire qu'un site web, il a 2 côtés principaux. Il a le côté front-end puis le côté back-end. Les deux sont également importants. Mais le côté front-end, c'est plus, on peut le penser comme le maquillage d'un site. Tout ce que vous voyez quand vous rentrez dans le site,
les couleurs, les éléments, la disposition des éléments, les petits effets que vous voyez quand vous passez la souris sur un bouton, tout ça, c'est le front-end qui le fait. Le back-end, on peut le penser comme l'escalier. C'est super important parce que les front-end fonctionnent sur le back-end, mais normalement, les 90% du travail qui se fait en back-end, l'usager ne le voit pas. C'est sûr que chacune de ces spécialisations a des outils différents, utilise des outils différents, mais c'est vrai aussi que en tant que développeur web, on peut faire les deux. Dans le fond, à l'école, on apprend à faire les deux. Mais mon expérience m'a dit qu'avec le temps, les gens, normalement, ont une tendance à choisir un des deux. Mais, par exemple, moi, je suis capable de faire un site from scratch. Je peux faire un petit peu back-end. Mais probablement, ma job back-end ne sera pas si efficace comme si un back-end dédié le ferait, puis à l'inverse. Et là, ici, j'aimerais vous montrer un petit exemple d'un site web. Ce site web est sorti il y a plus d'un mois. Et là, tout ce que vous voyez ici, toutes les couleurs, la disposition des éléments, l'animation des textes quand on est arrivé sur le site, ces petites animations-là, tout ça, c'est la job d'un front-end. Tous les petits effets de changement de couleur, quand je passe ma souris, tout ça, c'est le front-end, c'est la job du front-end. Ici, ça aussi, tout ça, c'est du front-end. C'est quoi la partie back-end ici? Mettons ici, là, toutes ces publications sont des contenus qui étaient rentrés par les clients. Le back-end va chercher cette information qui était stockée dans une base de données, puis va l'afficher sur le site. Après, le front-end embarque, puis je fais en sorte que ça s'affiche aussi beau comme ça, avec la bonne typo, avec les bonnes couleurs, que quand je passe ma souris, il y a un petit mouvement et tout. Là, ici, je vais juste vous montrer. Vous voyez aussi même les transitions des pages, tout ça là, c'est partie de la job d'un front-end. Et ce type d'animation aussi. Parce que normalement, c'est les front-end qui font toutes les animations, soit 2D ou 3D, que vous pouvez trouver dans un site. Là, normalement, c'est la job d'un front-end. Puis finalement, juste pour terminer, je voudrais juste donner un petit mot sur un sujet que je tiens beaucoup au corps, puis qui a pris l'importance avec tout le contexte pandémie, c'est l'accessibilité des sites. Oui, notre job est super fun, mais il faut comprendre aussi qu'on a une responsabilité parce que c'est nous, en tant que développeurs web, qui font les sites accessibles. C'est nous qui faisons en sorte qu'une personne qui a des problèmes de vision, qui utilise un lecteur d'écran ou un assistant vocal pour parcourir un site web, puisse le faire. Même les personnes qui ne peuvent pas utiliser une souris et qui s'en servent du clavier, juste du clavier, c'est nous qui faisons en sorte que ces personnes-là puissent accéder au site, puissent comprendre le contenu qui est dans le site, puissent bien naviguer, puissent utiliser toutes les features qui sont dans le site. Quand on commence un projet, c'est toujours important d'avoir en tête qu'il faut que notre site soit accessible à tout le monde. C'est tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Irène. J'ai appris plein de choses. Donc, on passerait déjà la parole à Julien, s'il est prêt. Yes. Partage mon écran. Un instant. Vous voyez bien? Parfait. Parfait, cool. Donc, moi, je suis technologue créatif. Je vais vous parler un petit peu de où je travaille, c'est quoi mon rôle, l'équipe avec laquelle je travaille, puis on va regarder des petits projets que j'ai faits pour vous aider à comprendre un petit peu mon travail. Moi, je travaille chez Seedly. Seedly, c'est une agence de publicité marketing. On fait plein d'affaires complètement différents. On fait plein de types de projets. On fait des projets de design, des projets en web. On fait de l'expérientiel ou de l'événementiel, la création d'événements, des trucs dans le public. On fait de la création de contenu pour les réseaux sociaux. On a même un département d'architecture. Puis, on fait aussi de la publicité le plus traditionnelle. Je pense ici à la télé,
de la radio, de l'affichage, de l'impression, ce genre d'affaires-là. Puis ça, c'est super intéressant parce que moi, mon rôle, c'est d'être amené à travailler avec tous ces types de projets-là. Parce que mon rôle, c'est de concevoir et réaliser des idées créatives en lien avec la technologie. Donc, pour vous donner une idée, on peut peut-être regarder un vidéo explicatif d'un projet que vous avez peut-être déjà vu que j'ai fait. Ça va peut-être vous donner un petit peu plus de contexte sur mon travail, ça ressemble à quoi. Puis après ça, je vais l'expliquer un peu davantage. Donc, on peut le regarder, puis on s'en reparle. La loterie du Québec démarre. Pour 2 $, gagnez le gros lot de 125 000 $. Le tirage unique de la loterie mensuelle aura lieu le 14 mars prochain, soit 50 ans jour pour jour après son premier tirage. En janvier 2020, l'Auto-Québec a relancé la loterie mensuelle en ramenant Bernard de Rome de Notez que 1970. les billets sont en vente dès aujourd'hui et que les gagnants seront divulgués partout, même sur l'Internet. Le message a suscité tellement de théories et de réactions qu'il a fallu rapidement expliquer comment on l'a fait. La recette? Un comédien avec le gabarit de Bernard, la technologie de l'hyper-trucage et le vrai Bernard de Rome au micro. Bonsoir, mesdames, messieurs. Ici Bernard de Rome de 1970. La vidéo a battu des records de visionnement sur la page de l'Auto-Québec et a même lancé un grand débat dans les médias. C'est fascinant à quel point ça a l'air vrai. L'utilisation du deepfake, l'hyper-trucage, première publicité qui utilise cette technologie-là au Canada. Les consommateurs sont un peu, est-ce que c'est le vrai? Je suis vraiment content parce qu'on a eu en primeur le making-of. Vous qui avez fait beaucoup d'émissions spéciales, vous êtes devenu un effet spécial au trucage hallucinant. On arrive à recréer carrément le Bernard de Rome de 1970. Vous l'utilisez pour quelque chose de positif, d'accord? Il va falloir qu'on se mette à douter de tout. C'est-à-dire de développer ce sens critique-là, de douter des vidéos qu'on voit. Et moi, j'apprécie beaucoup cette publicité-là pour ça. Et pour terminer la campagne, il restait une dernière surprise le jour du tirage. Voici les numéros gagnants des 5 lots de 125 000 $ de la loterie mensuelle du 14 mars 2020. Bonne chance! Mesdames, Messieurs, bonsoir. Donc, c'est ça. Entre autres, c'était une publicité qui utilisait de l'intelligence artificielle, du deepfake, pour ramener le visage de Bernard jeune dans une publicité 50 ans plus tard. Une idée comme celle-là, ça ne s'invente pas tout seul. Je travaille dans une équipe à trois. Je travaille avec 2 autres personnes. Un directeur artistique, un concepteur-rédacteur et moi, on fait un trio. Dans les agences de publicité, là, de façon plus traditionnelle, normalement, c'est des équipes de 2, là, un directeur artistique et un concepteur-rédacteur. Mais nous, chez CID, on a aussi des équipes à 3. Le directeur artistique, lui, va se pencher plus. C'est sûr, on essaie tous de venir avec de penser à des idées, mais quand on est plus en production, là, le terrain de jeu du directeur artistique, lui, c'est plus de penser à tout ce qui est visuel, les images, le look, les costumes, le design d'une idée. Le concepteur-rédacteur, lui, c'est plus sur comment communiquer l'information, comment distiller l'information, c'est quoi la grande ligne d'une campagne, les scripts, le dialogue des personnages. Puis moi, mon terrain de jeu, ben, c'est dans la technologie. Comment est-ce que je peux apporter une technologie? Comment est-ce qu'une technologie peut augmenter une idée pour la rendre meilleure au profit de l'idée créative? Qu'est-ce qu'on peut faire avec la technologie pour raconter une meilleure histoire ou créer du meilleur contenu? Puis ça, ben, dans le fond, pour bien faire ça, moi, je dois connaître plein de... Je dois connaître plein je dois avoir plein de connaissances. Et puis, mon but, moi, c'est d'être un généraliste, c'est d'être un touche-à-tout, c'est de savoir un petit peu, mais c'est d'être un peu comme le pire spécialiste de ces connaissances-là, au sens où je suis expert de aucun de ces domaines-là. Mon but, c'est vraiment plus d'avoir une connaissance très large, puis d'approfondir plus ma connaissance sur un projet, vraiment avec un but précis. Comme dans le cas de Bernard, tu sais, j'avais jamais fait de deepfake au moment de commencer ce projet-là. Puis c'est au moment où on a décidé, bon, est-ce que c'est la bonne avenue, c'est ça? Bon, mais c'est là qu'on est allé chercher de l'information sur est-ce que ça se peut, comment est-ce que ce serait capable de faire une idée comme celle-là. Mais tu sais, j'avais déjà une compréhension vague de l'intelligence artificielle sans nécessairement
savoir exactement comment le faire. Donc, moi, je trouve ça super stimulant parce que ça m'amène à travailler sur plein de projets qui sont vraiment variés, puis de toujours un peu me renouveler dans mes connaissances. Mais c'est sûr que ça amène un petit stress là-dessus. Pour vous donner une idée, mettons, de mon jour le jour, là, je pense que je vous présenterai 4 grandes étapes d'un projet. La première étant le mandat, le brief. Lorsqu'un client nous approche pour nous dire, bon, j'ai une problématique, j'ai un problème à résoudre, comment est-ce que je fais pour communiquer telle ou telle chose? Comme dans le cas de Bernard, l'Auto-Québec nous approche pour nous demander comment communiquer le retour de la toute première loterie de l'Auto-Québec 50 ans plus tard pour le 50e, ce qui nous amène à la deuxième phase. Nous, on passe dans la deuxième étape en idéation, donc en équipe de 3, là, avec le directeur artistique et le copywriter. On se met à penser à plein d'idées, puis c'est un peu le côté crève-cœur de notre métier, au sens où on va penser à plein d'idées, puis au final, ben, il y en a peut-être 1, 2 qui va survivre, peut-être des fois même pas. Fait que dans ce cas-ci, ben, on avait pensé à une de ces idées-là qui était, pour ses 50 ans, l'Auto-Québec devrait ramener les 2 meilleures choses des années 1970, soit Bernard de Rome en 1970 et la toute première loterie. Donc, on présente, la troisième étape, c'est on présente ces idées-là au client, on choisit ce qui va aller de l'avant. Puis la dernière étape, ben, c'est la production. Là, c'est le bout de le fun, on met la main à la pâte, on se mouille, on se met à fabriquer. Et c'est ça, c'est un peu mon quotidien, là, ces 4 étapes-là. Pour vous donner une idée, un projet comme Bernard, ça peut prendre comme entre 2 et 3 mois. Donc déjà, juste en un an, on va venir toucher à plein de types de projets différents, puis rapidement, on projet, puis on doit se concentrer sur autre chose. Donc, le retournement est rapide, puis moi, c'est sûr que ça m'amène toujours à approfondir mes connaissances sur un sujet qui est différent. Pour vous donner d'autres idées, un peu mettons, le spectre des projets qu'on peut faire, je vous présente 2 autres projets. Ça, c'était dans le cadre d'une OBNL qui nous avait approché des États-Unis pour nous demander comment est-ce qu'on pourrait sensibiliser les jeunes au processus électoral américain. Puis ça, ben, c'est le projet qu'on a fait avec eux. Hi, future voters. Want to have your own election before the election? So one big question for Election Day tomorrow is, will young people show up at the polls? Before the big elections in the U.S., that question is always on everyone's mind. They're not planning on turning out. Why? Because research showed that many new eligible voters actually don't vote because they see the electoral process as too complicated. But what if they were able to master the process at a younger age? What if we could educate future voters by recreating the U.S. voting experience in the world they understand? Minecraft, one of the most popular games in the world. So for the historical 2020 election, Rock the Vote, a nonpartisan nonprofit that educates young voters in America, created the first election before the election. They called it Build the Vote. To participate, future voters went to Build the Vote's world in Minecraft, entered the voting house, showed a form of ID to register, That's my face. and cast their vote. To stress the importance of making their own political decisions, we ask young people to vote not on Trump or Biden, but on the 10 most important issues at the core of the real election, including gun laws, global warming, and immigration. I voted! Great! Instead of the traditional I voted stickers, we gave players I voted skins. Eligible voters who stopped by were reminded throughout the world to go vote in the real election. We launched the voting experience with a social campaign consisting of posts and a video voiced by young activists and influencers. News outlets across the world talked about Build the Vote. The day before the real election, Rock the Vote released the results to show America what young people want for the future of the country. The project got such a strong response that Rock the Vote made Build the Vote a part of their yearly democracy class education program. And then this happened, which led to this. Donc, c'est ça encore là, tu sais, quand on a commencé ce projet-là, aucun de nous, tu sais, les 2 gars avec qui je travaille, tu sais,
avait aucune connaissance dans Minecraft quand on a pensé à cette idée-là. On n'avait même pas jamais booté le jeu une fois. Fait que c'est sûr que de créer un projet complètement dans Minecraft, ben, ça nous amène à développer tout un set de connaissances. On n'avait jamais fait de serveur de gaming, on n'avait jamais comme développé, codé dans Minecraft, qui a son propre langage, etc. Donc, encore une fois, c'est des connaissances qu'on a appris pour ce projet-là spécifiquement. Un autre projet qu'on avait fait, c'était pour Renault Dépôt, qui nous avait demandé comment est-ce qu'on pourrait promouvoir la peinture Sico qui est en vente chez Renault Dépôt. Puis on avait fait ce projet. Donc voilà, c'est ça. C'est ce qui conclut un peu ma présentation. Fait que c'est mon poste, mon équipe, mon day-to-day. Si jamais c'est des choses qui vous ont comme c'est un métier, mettons, qui vous interpelle, pour vous donner une idée, mettons, on peut regarder ma formation à moi, mais je pense que n'importe qui est un peu parce que je dirais que le premier impératif, ce serait d'être curieux, autodidacte, d'avoir cette volonté-là d'être passionné comme par plusieurs sujets, puis d'avoir cette volonté à apprendre soi-même. Mais n'importe quel dès que vous avez ça, en fait, dès que vous avez cette volonté-là, je pense que n'importe quel parcours, qui soit plus scolaire ou un peu atypique, peut mener à une job comme la mienne. Moi, pour vous donner une idée, j'ai été projectionniste dans un cinéma pendant un bon bout de temps, puis après ça, j'ai été ébéniste. Puis par la suite, ben, j'ai été chercher une formation universitaire à l'UQAM en médias interactifs. Et également à Montréal, un autre programme à McGill qui s'appelle Computer Arts, qui est un peu similaire à ce qui se donne à l'UQAM. Puis après ça, ben, j'ai fait des projets personnels sur la bande, à la pige, comme on dit, des trucs d'amis, juste pour le fun, etc. Donc, je pense que n'importe qui que cette volonté-là pourrait arriver à une job comme la mienne. Mais sinon, il existe aussi des parcours plus scolaires qui peuvent y mener également. Donc, c'est ça, c'est moi. Voilà. Merci beaucoup, Julien. Alors, ben, on passerait à Nicolas. Nicolas, oui, je vais donc chercher mon écran qui est ici. Est-ce que tout le monde voit bien l'écran? Oui, on se voit aussi. Bon, oui, c'est ça. Hein? Donc, on y va. Bonjour tout le monde. Nicolas Brassard. Le mettre en grand. Ah oui, je vais le mettre. Et moi, puis les dieux de la démo. Merci. Donc, bonsoir tout le monde. Nicolas Brassard, je suis un passionné du web depuis longtemps, donc depuis les Modems 50K. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, au début, dans les années 90, pour accéder sur Internet, il fallait que notre ordinateur compose un numéro de téléphone. Je trouvais ça le fun de faire le parallèle parce que maintenant, les jeunes connaissent plus l'expérience d'Internet directement sur leur téléphone. Donc, un peu comme quoi tout est dans tout. J'ai 20 ans d'expérience avec le web. J'ai donc commencé quand même relativement jeune à jouer avec le web. Par là-dessus, je suis allé chercher un baccalauréat en génie logiciel à l'École de technologie supérieure à Montréal. Et depuis les 10 dernières années, j'agis comme directeur technique et associé chez l'agence 288, qui est une agence de design. On fait du brand, on fait du web et de la stratégie de marque principalement. Mon quotidien, en fait, si j'essaie de le résumer rapidement, c'est de la conception de solutions logicielles. C'est vraiment mon rôle, c'est d'appuyer toute l'équipe puis de s'assurer que les solutions qui sont proposées sont valides. Plus concrètement, c'est des suivis
c'est de la rédaction, de la révision de documentation technique, que ce soit des documents de vision, des documents de stratégie, des documents de requis techniques. Je fais aussi beaucoup de revues de code. La revue de code, c'est une activité qui est vraiment, vraiment intéressante où on va demander à quelqu'un de relire notre code. C'est une belle façon de partager le savoir. Hein. Le but, c'est jamais de critiquer la personne, mais bien juste de regarder le code puis de regarder comment on pourrait le rendre meilleur. Et donc, de partager des connaissances, s'assurer que les guidelines mis en place par l'équipe sont suivis, ce genre de choses-là. C'est une belle manière d'amener un côté plus humain au code. Au niveau du quotidien aussi, je m'assure de tout ce qui est test automatisé, donc pour assurer un processus de qualité tout le long du processus de développement. Et quand j'ai le temps, je réussis à faire de la programmation, comme Irène a souligné en début de conférence. La programmation, c'est le bout où tout le monde trouve ça le fun. Je partage aussi cette joie de faire de la programmation. Mais c'est pas ce qui prend le plus de temps dans ma journée. La conception logicielle, c'est quoi? Je n'ai pas vraiment trouvé de meilleure définition que celle qui était en anglais sur Wikipédia. Malheureusement, en français, la traduction n'avait pas les points que je voulais souligner. Donc, l'idée, c'est que la conception logicielle, c'est un processus dans lequel on crée des artefacts. Puis des artefacts, bon, ça peut être des documents, ça peut être n'importe quoi qui est produit par un être humain. Puis l'idée, c'est de tout le temps d'accomplir des objectifs, puis de cadrer ces objectifs-là par rapport aux contraintes auxquelles on fait face. Donc, un objectif dans le cas du web, dans le cas des coms, c'est souvent des problèmes. Donc, le client vient nous voir avec des problèmes. Puis nous, il faut trouver des solutions. Puis ces solutions-là doivent cadrer parmi les contraintes, que ce serait du temps, de l'argent, des réglementations et plein d'autres choses. Puis l'objectif, c'est de faire des spécifications tout en tenant compte de 8 milliards d'enjeux qui ont des impacts directs et indirects sur, par exemple, un site web ou un produit numérique. Donc, ceci couvre pas mal rapidement la définition de conception logicielle. Si on va dans un cas un peu plus concret, malgré le nom fictif que j'ai dû y apposer, si on prend le cas de l'Université ABC qui vient voir une agence, puis qui dit, ben moi, j'ai un problème au niveau de mes coms, j'ai un problème au niveau de la communication, je veux faire la promotion de l'étendue de mes services publics qui sont disponibles dans mes 7 facultés. C'est une grande université qui a 7 facultés. Puis il y a des différents cours qui sont ouverts au public dans toutes ces facultés-là. Donc, on pourrait penser à des cours de langue, des cours de natation, des cours de badminton, des cours de marketing, des activités libres, de la location de salles, et j'en passe. Donc, l'idée, là, c'est vraiment de voir que sous le chapeau de l'Université ABC, il existe 7 facultés qui offrent toutes des services publics différents les uns des autres. Donc, dès le départ, nous, ce qu'on essaie de voir, c'est les problèmes opérationnels. Donc, les problèmes que le client fait face dans son day-to-day à lui. Donc, ce qu'on réalise, c'est que les facultés n'utilisent pas tous le même système de gestion informatique pour les horaires de toutes ces activités-là. Donc, à une faculté, on utilise un système, dans une autre faculté, on utilise un autre système. Il y a des activités qui sont ponctuelles, donc des choses qui arrivent le 14 mai. Puis, il y en a d'autres choses qui sont répétitives. C'est tous les lundis, sauf les jours fériés. Des fois, il faut être membre pour pouvoir participer à une activité. Puis, en plus de ça, des fois, ce membership-là, il coûte de l'argent, puis des fois, il ne coûte rien. On peut s'inscrire en ligne. Du côté technique, maintenant, les problèmes auxquels on fait face, c'est que la disponibilité des systèmes n'est pas là partout. Il y a des systèmes qu'on ne pourrait même pas, même si on aurait tout ce qu'il faut pour pouvoir se connecter dessus, le système n'est juste pas disponible sur Internet. C'est un serveur qui est à l'université, dans la faculté, là-bas, qui est dans un local. Puis il faut être physiquement à l'université pour pouvoir y avoir accès. Les systèmes qui sont hérités en ce moment, ils ne sont pas traduits. Donc, on a l'information en anglais, puis c'est tout, parce que le système, lui, dans ce temps-là, dans le temps où il est implémenté, il fonctionne en anglais, puis il faut faire avec. Puis sinon, d'autres problèmes techniques auxquels on peut faire face, ce serait un manque de système de filtre des données. Donc, il y a beaucoup de vieux systèmes où on n'est pas capable d'avoir, par exemple, toutes les activités de la semaine prochaine. Ce qu'on serait capable d'avoir, c'est toutes les activités qui sont dans le système au grand complet, ou d'être capable de le segmenter peut-être juste par année.
ce qui ne répond pas aux besoins quand on veut que l'université ABC puisse dire voici ce qui se passe cette semaine dans toutes mes facultés. Ça semble être un problème assez simple au niveau communication. Je veux que les gens puissent voir tout ce qu'on offre, mais quand on commence à réfléchir au système, on réalise que pour automatiser ça, pour pas qu'il y ait quelqu'un qui doit être obligé de mettre le site web à jour à tous les jours avec toute cette information-là, on doit aller chercher l'information où elle est. Donc, partant de ça, l'idée, c'est de trouver des solutions. Donc, on va se baser sur un corpus de connaissances existant. Là-dedans, on va aller chercher, on va puiser dans les bonnes pratiques, dans les normes internationales qui sont publiées. On va utiliser aussi nos expériences du passé. Est-ce qu'on a fait des contrats par le passé qui seraient similaires? On va documenter l'état des lieux. Donc, voici l'état des systèmes informatiques en ce moment. Voici comment les choses, ça fonctionne. C'est tel département qui utilise tel système. On va vraiment essayer d'aller chercher le plus de documentation possible. La documentation sur les systèmes existants aussi. On va passer souvent à une étape un peu critique où on fait une étude de faisabilité. Donc là, souvent, je vais me permettre d'écrire un peu de code pour valider que ce qui est écrit dans la documentation est vrai, puis de valider qu'on est capable d'avoir accès aux données, puis qu'on n'est pas restreint. Pour décrire notre solution, décrire tout ce qu'on a décidé de piger dans le corpus de connaissances existant, on va faire une description formelle de la solution, qui est des documents, des plans, des devis, qui va dire on va faire la solution de telle manière. Donc, dans le cas de l'Université ABC, la solution qui a été mise en place, c'est une façade sur les données. Les données vont être indexées dans une base de données orientée recherche. Puis cette base de données-là contient des données renormalisées et segmentées de manière multidimensionnelle. Si je vulgarise ça, on pourrait dire que tout ce qu'on fait, c'est qu'on cache la poussière en dessous du tapis. On n'essaie pas de faire plus que ça. Cacher la poussière, ça veut dire quoi concrètement? On va prendre les systèmes qui sont utilisés en ce moment par les diverses facultés. Donc, d'un côté, on aurait un FileMaker, d'un autre côté, on aurait Google Classroom, puis d'un autre côté, on a Zoho, qui sont trois systèmes qui permettent de gérer des horaires, des activités. On va créer une tâche de synchronisation qui va aller piger les données dans ces trois systèmes-là. On va venir y accoler un service de traduction pour être en mesure d'appliquer une couche par-dessus ces données-là qui va venir traduire l'information. On va normaliser les données pour qu'une donnée qui provient de FileMaker puis une donnée qui provient de Google Classroom se ressemblent, ce qui n'est souvent pas le cas. Donc là, on va faire un schéma qui va venir faire en sorte que les données vont toutes être pareilles. On va mettre en place aussi des processus qui ont rapport à avoir des logs, donc avoir des capacités de savoir que notre tâche de synchronisation elle roule sans erreur, puis d'avoir des systèmes de reporting pour alerter les gens dans le cas où on aurait une erreur de synchronisation. Donc, la tâche de synchronisation, elle va tout mâcher ces données-là, puis elle va les sauvegarder dans notre base de données de recherche, puis qui est dans le cloud, puis qui est tout le temps disponible. Puis, ultimement, le site web va venir se connecter dessus, et la seule connaissance que le site web a de toutes ces données-là, de tous les systèmes qui sont derrière, c'est une grosse boîte noire, en fait. Le site web, il n'est pas au courant. Le site web, sa seule dépendance directe, c'est la base de données orientée recherche. Donc, pourquoi est-ce que ça, c'est une bonne solution dans le cas de promouvoir l'étendue des services de l'Université ABC? En fait, une bonne solution, c'est toujours dans le contexte. Comme je vous ai dit au début de la présentation, j'ai un bac en génie logiciel. Je dis souvent que c'est un bac en vocabulaire, puis que la bonne réponse à tous les tests, c'est « ça dépend ». Ça dépend parce que le contexte va dicter si c'est une bonne solution ou non. Donc, dans ce cas-ci, la solution qu'on propose, c'est une solution qui répond à tous leurs problèmes. C'est une solution qui ne demande aucun changement opérationnel, excepté le système de traduction qui doit être maintenu, mais sinon, tous les gens à l'interne qui travaillent à la faculté n'auront pas besoin dans le day-to-day de changer leur emploi, qui est quelque chose que c'est un pouvoir que la technologie possède, c'est que ça peut changer les emplois des gens. Puis, ça peut être quelque chose, des fois, qui ne se passe pas bien. Ça peut être difficile de faire changer les emplois des gens. La solution qu'on offre a un niveau d'abstraction adéquat. Donc, au niveau du couplage et de la visibilité du système, le site web est juste dépendant de la base de données recherche. Donc, on ne vient pas coupler des divers fournisseurs de données au site web directement.
Donc, on suit la bonne pratique du Principle of Least Authority, étant donné qu'on n'a pas directement accès aux systèmes qui contiennent les données. On a une autre bonne pratique qui est suivie, qui est la tolérance aux pannes. Une autre bonne pratique qui est suivie, la présence de journaux. Puis vous remarquerez qu'il n'y a pas la solution, elle ne coûte pas cher, parce que malheureusement, cette solution-là, elle coûte plus cher que ce que le client avait estimé. Par contre, on remplit tous les autres objectifs. Donc, la solution, au final, elle est acceptée. Tout le monde est content, contente. Puis, c'est le moment où l'implémentation débute. Enfin, on va pouvoir rentrer dans le code. Mais la réalité, c'est que la nature des organisations, ce n'est pas quelque chose qui est fixe. C'est quelque chose qui évolue dans le temps. Les besoins d'affaires, ils changent au fil des semaines, au fil des mois, au fil des années. C'est impossible pour nous, en tant que gens de la technologie, de tout prévoir ces besoins d'affaires-là. Puis le processus, ce que ça donne, c'est que le processus de communication, de documentation, pardon, ça doit être quelque chose qu'on fait en continu. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut arrêter d'écrire de la documentation. Il faut toujours le faire, puisque ce qu'on documente, c'est quelque chose qui change tout le temps. Il faut toujours mettre la documentation à jour. Donc, ce qui arrive dans le cas de l'université ABC, si on revient à l'exemple, c'est que le conseil d'administration de l'université a voté pour annuler, dans le fond, la licence de Zoho qu'on avait vue dans le diagramme, qui était un des 3 fournisseurs, au profit d'un nouveau fournisseur, Salesforce. Puis là, on nous demande, c'est quoi les enjeux pour le site web? Est-ce qu'il faut tout recommencer? Puis, pour une fois, puis en se basant justement sur le corpus de connaissances, ce qu'on réussit à faire, c'est des architectures qui sont résistantes au changement. Donc, dans ce cas-ci, il n'y avait pas tant d'impact sur le site web, étant donné qu'il fallait juste faire un nouveau pont, prendre les données qui viennent de Salesforce, les mettre dans notre base de données orientée recherche. Il a fallu ajuster, certes, la tâche de synchro, mais pour le site web, on a pu faire un déploiement graduel. Puis le site web, lui, ben, il a toujours affiché les données qui étaient dans le système de recherche, puis il n'a pas vu, en fait, ce changement. Tout le monde était vraiment, vraiment content. Donc, pour être directeur technique, j'ai mis quelques qualités. C'est pas... je pense pas que c'est nécessaire de toutes les avoir. Je pense pas que c'est nécessaire de les avoir. J'ai essayé de faire un travail de réflexion, de regarder moi, selon moi, pourquoi je suis capable de faire cet emploi-là. Donc, c'est sûr que d'être intrépide, de démontrer du leadership, d'être fonceuse, de démontrer de la débrouillardise, aimer apprendre, être systémique, donc aimer travailler dans un contexte de système où on va être amené à répéter des choses de manière procédurale pour s'assurer que quand on répète la même procédure, on obtient les mêmes résultats. Normalement, les technos, ça prend des gens curieux, ça prend des personnes curieuses. On n'a pas le choix. C'est un monde qui évolue constamment. Et il faut avoir des bons talents de communicateur pour être directeur technique. Tout est dans tout encore. Il y a beaucoup de relations interpassionnelles, il y a beaucoup de présentations à faire. Donc, il faut savoir avoir des talents au niveau de la communication. Et le dernier point, c'est l'expérience. Normalement, il n'y a pas de voie directe à partir de l'école pour devenir directeur technique. C'est souvent des gens qui ont été dans les agences, qui ont occupé divers rôles, que ce soit du côté, comme Irène parlait, du côté back-end, du côté front-end. C'est des gens surtout qui aiment un peu toucher à tout. C'est des gens qui aiment voir au niveau un peu une approche scientifique au développement web. Donc, je crois que c'est tout pour moi ce soir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nicolas. Donc, on passerait déjà à un petit panel. J'avais déjà des questions pour vous. La première, en fait, c'était à savoir c'est quoi les qualités et les aptitudes que vous pensez que les gens doivent posséder pour occuper vos métiers respectifs? Quelqu'un veut briser la glace? Ben, c'était pas mal ma dernière slide. Effectivement. Donc peut-être que Irène et Julien pourront compléter de leur côté. Bon, c'est sûr que j'aurais pris plusieurs des
des éléments qui étaient listés là. C'est sûr que la créativité, à mon avis, là, c'est super important parce que pas tous les projets sont pareils. Il y a toujours un challenge, il y a toujours un problème qui est différent. Fait qu'il va être capté, il faut qu'on soit capable de trouver une solution. Puis la curiosité aussi, il faut aimer apprendre, comme Nicolas avait dit, de travailler dans la techno. C'est un domaine qui évolue constamment, puis qu'on est obligé d'apprendre de nouvelles choses tous les jours. Puis aussi, je dirais la capacité d'adaptation, parce que c'est sûr que quand on commence un projet, on pense que tout va se dérouler smooth, puis dans le même ordre, mais c'est jamais le cas. Puis ça arrive souvent qu'on a des changements à faire une semaine avant la mise en ligne, par exemple. Fait qu'il faut être capable de s'adapter à ce type de changement. Julien, qu'est-ce que tu en penses, toi? Ben, je pense que ça se reconnecte tout un petit peu. Là, en effet, là, tout ce qui touche à la technologie, toujours besoin d'avoir cette capacité-là à se renouveler, l'esprit curieux, le fait d'être autodidacte ou d'avoir cette volonté-là à toujours apprendre. On s'assoit peu sur nos lauriers. Là. Je pense qu'on est toujours en train d'être sur le qui-vive. Je pense que c'est comme un peu la base. Là. Toujours en train de se demander aussi si c'est la façon la plus efficace, si c'est la meilleure. Mais peut-être si je peux rajouter quelque chose, je pense d'avoir peu d'ego, ça l'aide, de te faire dire par autre que c'est pas encore la meilleure façon, il y a mieux, de pas s'attacher à quelque chose, de toujours être prêt à comme changer d'idée ou changer de façon, d'être prêt à se renouveler. Là. Je pense que c'est ça. Mais on a pas mal tout déjà dit, là, ça se recoupe assez bien. Là. Puis, est-ce que vous seriez capable de nous parler d'un défi qui vous a marqué quand vous avez débuté vos carrières en agence? Puis de quelle façon vous avez surmonté ce défi-là? Je peux commencer. Dans le fond, moi, quand je suis rentré en agence technologue créatif, c'était pas vraiment une job qui existait, en tout cas plus ou moins au Québec. C'est deux boss chez Sid qui venaient d'ailleurs, en fait, UK et les États-Unis. Puis eux, cette mentalité-là, ce rôle-là était comme plus dans les agences d'où ils venaient. Donc, moi, je pense que mon plus grand défi, ça a été un peu de faire comprendre l'interne pour être dans les bons meetings, être là au bon moment, apporter l'eau au moulin là, quand c'était pertinent. Je pense que ça a été mon plus gros problème quand j'ai commencé, mais maintenant, mon rôle est de plus en plus connu, un petit peu beaucoup plus accepté. Le monde comprend beaucoup mieux qu'est-ce que je fais. Fait que, ce problème-là, je pense pour quelqu'un qui voudrait commencer aujourd'hui, il n'existe plus, mais moi, ça a été ça, ma plus grosse embûche. OK. Dans mon côté, je dirais, c'était comment appliquer tout ce que, tu sais, surtout en sortant de l'école, tout ce que j'avais appris, comment faire matcher avec les outils de développement que utilisent les entreprises. Dans le fond, c'est un challenge c'est souvent là quand je change de job, parce que toutes les agences utilisent un set d'outils différents pour bâtir un projet. Mais la première fois était la plus difficile, c'est sûr, là, comment ça fonctionne. Puis que quand on arrive dans une agence, on se rend compte que tout ce qu'on a appris à l'école, oui, ça fonctionne, mais il y a beaucoup de choses qui s'utilisent de base dans le fonctionnement d'un site web qu'on n'apprend pas à l'école. Fait que, tout ça a été quand même difficile au début, mais avec la pratique, puis surtout quand on est nouveau, poser beaucoup de questions. Vous ne gênez pas de poser de questions, c'est toujours mieux qu'on avance plus rapidement. Et toi, Nicolas? Pour ma part, le plus gros défi auquel j'ai dû faire face, ce serait plus dû au côté, à la portion entrepreneurship de mon poste. Des solutions, des processus de développement qui fonctionnent bien quand on est 8. On se dit on va faire la même chose à 16, ça arrête de fonctionner. Surtout aussi, tout dépendamment du type de clientèle auquel l'agence fait face.
Encore là, ça peut être des solutions qui fonctionnent très, très bien pour un certain type de clientèle. Puis quand on essaie de faire une mise à l'échelle, on essaie de scaler la solution, c'est très, très difficile de faire, de revoir tout le temps, constamment, nos processus de développement. Irène parlait que ça change quand on change d'agence. Même quelqu'un qui est dans une agence aujourd'hui versus quelqu'un qui va être dans la même agence il y a 2 ans, ça probablement qu'il y a des très gros changements au niveau des pratiques. Donc, moi, j'ai pu voir ça sur les 10 dernières années. J'ai pu aussi contribuer beaucoup aux changements ou aux non-changements qu'on a fait au travers de ces années-là. C'est un très, très gros défi, très, très gros défi de coordination, de communication à l'interne, d'un peu vendre la philosophie, vendre son projet pour s'assurer que tout le monde est dans le même bateau et qu'on s'en va tous dans la même direction. C'est un très bon point. Tu as vécu la croissance de l'agence à travers le temps aussi. Donc, effectivement, ça va changer beaucoup vos pratiques. C'est un super bon point. Je continuerai avec toi, Nicolas. Tu en as parlé un peu pendant ta présentation, mais tu as une formation d'ingénieur. Est-ce que tu peux élaborer davantage en quoi ça a été un avantage justement pour ton métier, le métier que tu occupes présentement? Donc, le principal avantage que je dirais, c'est d'être au bac, ce qu'on fait, c'est qu'on présente en fait le corpus de connaissances qui existe. On dit voici toutes les disciplines qui existent dans la conception logicielle. Voici toutes leurs activités. Donc, au bac à l'ETS, on peut avoir un cours, par exemple, universitaire de 3 crédits, une session sur l'architecture logicielle, ou un autre cours sur les pratiques de refactoring logiciel. Donc, c'est vraiment, on assume, parce qu'il y a écrire du code, communiquer avec la machine, c'est relativement simple, c'est des opérations bêtes. Moi, quand j'étais au cégep, je me demandais, aïe, comment ils font pour écrire Windows? C'est des centaines et des centaines de milliers de lignes de code. Puis à un moment donné, j'ai comme réalisé qu'il n'y a pas personne qui connaît Windows de A à Z. Puis qu'il n'y a jamais eu de version de Windows qui n'a pas de bug. Puis qu'on n'est pas capable d'écrire du logiciel qui n'a pas de bug. Fait que comment on fait pour mettre un cadre en place pour essayer de maximiser les chances de succès du projet logiciel? Moi, j'ai appliqué beaucoup ces connaissances-là en web parce que j'avais une agence de web. Mais on essaie de s'inspirer de la NASA. C'est comment on fait pour faire du logiciel pour une fusée? Comment on fait pour s'assurer que la fusée n'explose pas? On va regarder ce qu'eux font, puis à moindre échelle, on va essayer de s'en inspirer pour faire en sorte que le site web n'explose pas. Une très bonne comparaison pour imaginer tout ça. Vas-y, Julien. Je ne sais pas si c'est ça pour toi aussi, Nicolas, mais il y a aussi le fait que tu apprends des choses à l'université, puis il y a quand même un certain temps avant que les professeurs se mettent à jour sur les nouvelles pratiques, qu'ils se mettent à jour sur les nouvelles façons de faire, les nouveaux programmes, les nouveaux ci, les nouvelles ça. Fait que même, tu apprends un set de données, mais après ça, tu sors dans le vrai monde, puis tu te rends compte que ces données-là sont un petit peu biaisées par le fait que, moi, je me souviens, on apprenait des trucs, genre comment faire Photoshop alors que Photoshop existait, il y avait comme un disconnect dans les... Ouais, la beauté du bac, c'est qu'on y va peut-être plus au niveau philosophique, je dirais, ou plus scientifique, plus large, ou heureusement, malheureusement, si je prends maintenant le génie civil, ces gens-là, ils reposent sur un corpus de connaissances qui est vieux de 5000 ans, si ce n'est pas plus. Ça fait très, très longtemps que l'humanité fait des ponts. Ça fait pas longtemps, comparé à ça, qu'on fait du logiciel, ne serait-ce que juste des affaires informatiques, encore moins des sites web. Donc, c'est sûr que moi, dans mon bac, le web, on n'en a pas vraiment parlé. La beauté de la chose en technologie, c'est qu'on rajoute tout le temps une couche d'abstraction sur la vieille technologie. Les ordinateurs, les serveurs n'ont pas vraiment changé le niveau conceptuel depuis les années 70. On roule avec les mêmes a priori, si on veut. Donc, on est capable de porter cette connaissance-là d'une technologie à l'autre, mais c'est sûr qu'il y a des nouveaux patrons, des nouvelles normes, ça évolue tout le temps, mais au moins, on se base beaucoup sur les papiers qui ont été publiés
par le passé, puis on vient les améliorer, un peu comme on fait avec les ponts, en fait. Puis ça fait un beau parallèle à la prochaine question que j'avais pour Irène. Justement, ça évolue extrêmement rapidement, le domaine dans lequel vous évoluez chacun ici, là, ce soir. Donc, en tant que développeuse, comment tu fais pour suivre cette cadence-là? Donc, tu as un métier qui est en constante évolution. Donc, as-tu des trucs à partager qui t'aident justement à garder cette cadence-là? Oui, moi je te dirais, ça c'est un de mes défis personnels. C'est toujours compliqué parce que c'est juste pas que ça évolue dans plusieurs sens en même temps. Mm-hmm. Fait que comment choisir qu'est-ce qu'on va apprendre à nouveau, c'est pas toujours une réponse évidente. Mais au moins dans mon expérience, j'ai appris que travailler dans une agence aide beaucoup. Parce qu'on travaille avec une équipe dev, chaque dev a ses propres intérêts. Puis, normalement, en tant que dev, il a toujours, peu importe les logiciels de chat qu'on utilise dans l'agence, il a toujours un channel dédié aux devs où on partage des infos, des articles, quoi que ce soit. Il a toujours quelqu'un qui a une proposition pour essayer quelque chose. Fait comme ça, ça aide à être à jour. Puis sinon, moi particulièrement, je suis inscrite à plusieurs infolettres de dev. Fait que c'est cool parce que tu reçois soit hebdomadaire ou mensuel ou quoi que ce soit, puis tu t'enlises des articles, puis ça facilite la job. Sinon, il y a quelques sites, quelques blogs que tu peux réviser toujours. Puis... Mais oui, c'est pas évident. Ce serait quoi d'ailleurs, c'est sûr que les curieux qui nous écoutent, là, vos blogs, vos sites favoris pour suivre justement ces tendances-là, est-ce que vous en auriez qui vous viennent en tête immédiatement? Moi, j'en ai deux qui je lis souvent. Un, c'est SidePoint.com, puis l'autre, c'est Smashing Magazine. Ce sont comme des blogs dédiés aux trucs dev, là, fait que... Il y a toujours des articles intéressants dans ce blog-là. On va noter ça, on va les partager après dans l'événement Facebook. Puis Julien, j'avais aussi une question pour toi. Tu nous as présenté des projets qui sont quand même très ambitieux là, en termes de ce que vous avez développé à l'interne à l'agence. C'est quoi la part de risque dans ces initiatives-là, en fait? Énorme! C'est ça! Dans des projets comme ceux-là, c'est sûr que pour l'agence, il y a un risque, mais pour le client, je pense qu'il y en a un autant plus grand. Je pense que tu affrontes ce risque-là avec une bonne relation avec le client, le fait que vous vous connaissez, le fait que vous ayez comme une feuille de route. Ça veut rien dire. On ne s'est pas planté 4 fois, mettons, avant. Ça ne veut pas dire que la 5e, on ne va pas se planter, mais juste le fait que on a fait des coups, mettons, audacieux dans le passé, bon, ça rassure un peu. Mais d'avoir cette bonne relation-là avec eux pour nous dire non, regarde, faites-nous confiance, ça peut marcher, c'est sûr que ça l'aide. Puis je pense tu affrontes le risque aussi avec une équipe, là, des gens qui sont dédiés, des gens qui ont le goût de faire que ça marche. C'est sûr que c'est beaucoup plus facile à gérer cette probabilité-là qu'un projet, que ce soit risqué. Mais c'est sûr que c'est une partie comme inhérente là, des projets comme ceux-là. Mettons le deepfake que j'ai montré tantôt avec Bernard, on n'a pas pu faire un test aussi élaboré que le projet a sa finalité. Donc, on n'a pas pu présenter au client, regardez, ça marche vraiment bien, on l'a fait. Juste à cause des délais, des ci, des ça, nous, ça nous a pris énormément d'heures de machine pour calculer le visage, puis créer le deep learning pour bien répliquer un visage. Ça nous a pris énormément de temps de machine, tellement qu'on ne pouvait pas faire un test aussi sophistiqué avant. Donc, c'est un peu comme un gage, on s'est dit, on espère que ça va marcher, puis on se lance un peu, il y a un peu comme une foi
que ça va marcher. On fait des tests, on essaie de se préparer le mieux possible, mais après ça, ben, ça reste dans les mains de l'équipe, ça reste, c'est d'y mettre du cœur, puis de gérer ce risque-là, mais c'est sûr qu'il y a un stress personnel, il y a un stress que l'entreprise prend, il y a un stress que le client prend, parce qu'au final, si on finit le projet puis c'est pas le rendu qu'on voulait, ben ce projet-là, il verra pas le jour. Fait que, ben, c'est sûr, ouais, il y a un grand risque. Il n'y a pas de solution miracle, là, c'est de le gérer. Puis est-ce que vous, plus c'est une question qui me vient comme ça, mais Ouais, oui. est-ce que vous faites des tests de technologie avec des faux projets, dans le fond? C'est comment vous vous assurez qu'il y a un minimum de choses que vous savez que dans le réel, c'est sûr que ça va fonctionner, en fait. Comment vous gérez ça à l'interne? Je ne sais pas si ma question est claire. Ben, je sais pas si je comprends bien, mais dans le fond, est-ce qu'on fait des tests avant même de présenter le projet? Genre, Oui. le projet n'existe même pas, puis on C'est fait de la recherche et du développement. Ça arrive comme pas vraiment. Tu sais, dans un monde idéal, je pense qu'on aurait toujours le temps d'en faire, puis on serait comme, ah, ça, c'est une technologie qui est intéressante. On fait juste un projet pour le fun, voir si ça mène à quelque chose. J'aimerais ça dire qu'on passe full de temps à faire de la recherche et du développement. Dans le réel, on n'en fait pas énormément. On en fait par-ci, par-là, mais pas assez pour dire c'est béton, c'est sûr, ça va marcher. C'est plus quand on tombe dans le projet que là, vraiment, on met la main à la pâte, puis on explore en profondeur comme une façon de faire. Mais je pense que, par contre, mon rôle est peut-être comme différent des règles de Nicolas, dans le sens où nous, on crée pas des solutions, ben, en tout cas, moi, je crée pas des solutions d'entreprise comme un site web, tu sais, qui va être là, qui va perdurer dans le temps. Moi, c'est plus des trucs qui sont un petit peu plus événementiels, stone-ish, là, au sens où ça voit le jour, tu sais, quelques jours, quelques heures, une fois. C'est plus un vidéo qui prend, tu sais, fait que c'est sûr que il y a moins cette robustesse-là, tu sais, qui se doit d'être là. Donc, on surfe plus la ligne du risque là, à ce moment-là. On a moins besoin que ça soit fiable à 100%. Des fois, oui, là, on a déjà fait des applications avec, mais tu sais, il y a une équipe web là, qui rentre à ce moment-là en ligne de compte. Là. Vraiment mais non, pas tant de recherche. Nicolas, Iran, je ne sais pas si vous auriez des choses justement à ajouter par rapport à cette part-là, vous, justement, que ces aspects-là que vous pouvez peut-être réutiliser dans d'autres projets ou comment vous gérez ça à l'interne? C'est quoi la proportion du temps que vous prenez dans votre quotidien pour cette proportion-là de recherche puis de tests de développement finalement? Pas tant comme on voudrait. Comme je l'avais dit, dans l'idéal, oui, on aurait le temps, puis on ferait des tests, puis on arriverait avec des propositions qui sont certaines qui vont marcher. Mais c'est pas vrai, là. Normalement, même des fois, ça arrive qu'on fait une proposition, puis finalement, dû l'envergure du projet, c'était peut-être pas la meilleure solution. Fait que, bon, on apprend pour la prochaine fois, on le sait pour la prochaine fois. Mais oui, c'est comme ça. On le sait presque à la fin, comme je l'avais dit. Ouais. Je suis contente de ne pas être seule là-dessus. Ouais. Non, mais c'est intéressant parce que ça met en perspective que vous travaillez sur plusieurs comptes en même temps. Il faut travailler rapidement. Il y a des délais serrés. Donc, il y a une part d'essai sur le terrain, finalement, qui est importante puis qu'il faut avancer dans ces paramètres-là. Ça me fait penser aussi à... Même si on avait vraiment le temps, là, puis on prenait le temps de développer quelque chose, une solution en recherche-développement à part, pas dans un contexte d'un projet en particulier. Des fois, il y a juste petit nouveau. Ouais, mais en même temps, on veut être live sur Facebook, genre, mettons, ou on aimerait aussi que les gens nous envoient un formulaire. Puis là, t'es comme, mais cette petite demande-là vient complètement anéantir toute notre solution. Maintenant, ça marche plus. Fait que, tu sais, des fois, t'as beau te prévoir, tu sais, des fois, il y a juste une nouvelle donnée, une nouvelle variable qui fait que, faut trouver une autre solution, faut trouver une autre façon de le faire. Fait que, tu sais, je pense que Nicolas a des petits problèmes de connexion. Oui, très, 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 là. Donc, écoutez, je vois déjà des questions des participants. Donc,
je vais m'y pencher immédiatement. Question intéressante, en fait, à savoir, est-ce que vos métiers, vous jugez que c'est d'un type plus solitaire ou vous avez à collaborer beaucoup avec d'autres personnes? Julien, je pense que tu n'as comme pas trop le choix étant donné que tu dois bandir quand même avec différents corps de métier là, pour que ça se concrétise. Mais je serais quand même curieuse d'avoir chacun vos avis par rapport côté solitaire et collaboratif de vos métiers. Ben oui. Ouais. Vas-y, Irène, excuse. Bon, ça, c'est une bonne question. Je dirais que normalement, c'est plus solitaire dans le sens que normalement, c'est... Ben, ça dépend de l'agence. J'ai déjà été dans des agences où il y avait minimum 2 personnes sur un projet, 2 devs sur un projet. Mais sinon, normalement, c'est juste une personne sur les projets. Ou ça dépend du projet, tu peux voir les back-end puis les front-end, au moins que les projets soient assez simples pour qu'une personne puisse le faire. Mais oui, puis surtout avec le contexte pandémie, là, j'avoue que ça aide pas trop parce qu'on travaille normalement chez nous. Mais ça n'empêche pas une collaboration entre les membres de l'équipe, dans le sens que plusieurs fois dans la journée, je peux me faire booker pour aider quelqu'un ou je peux booker pour demander l'aide. Fait que la collaboration est toujours là, c'est toujours un travail en équipe. Mais disons, moi, je suis le dev sur un projet, fait que la plupart du travail, je le fais juste moi dans mon coin. OK. Moi, c'est sûr que on a des moments solitaires où, tu sais, on va, mettons, chacun penser à des idées de notre côté, mais où, tu sais, comme, mettons, dans Minecraft ou Bernard, où, tu sais, là, je me mets un petit peu plus devant l'ordinateur, puis je passe du temps à coder ou développer des trucs, mais moi, c'est sûr que mon travail, il y a beaucoup plus une espèce de relation d'équipe, là. Je travaille étroitement avec 2 personnes, tu sais, à tous les jours. À chaque, tu sais, on se parle tous les jours constamment. Même pendant la pandémie, nous, on a commencé à avoir un Zoom qui roule tu sais, toute la journée, puis on se met à mute, puis quand tu sais, on passe de mute à des mutes pour se jaser. Mais c'est sûr que moi, je travaille en équipe de 3, tu sais, de façon intimement liée. On est toujours en train d'avoir une conversation sur un sujet ou un autre. Puis après ça, ben, c'est sûr que quand on rentre en production, ben, si la plupart des fois, c'est moi qui va produire l'idée, donc c'est sûr que je deviens un petit peu plus solitaire, mais sur d'autres projets, au contraire, si c'est un gros projet à gros déploiement, des fois, on va aller chercher des équipes au complet. Donc, c'est plus un suivi de cette équipe-là. Donc, là encore une fois, il y a une relation d'équipe qui rentre en ligne de compte. Puis, comme je l'avais présenté là, dans les 4 phases d'un projet, client, aller chercher le brief. On travaille étroitement aussi avec d'autres personnes dans d'autres équipes, que ce soit la stratégie qui vient nous donner un peu des insights sur qu'est-ce qui est pertinent, qu'est-ce qui marcherait bien ou pas, que ça soit avec mon directeur de création qui juge ce qui va de l'avant à l'interne, ce qui est bon, ce qui est pas bon. Moi, je dirais que mon travail est plus d'équipe qu'il est solitaire. Là. Tu sais, je dirais comme un 70% d'équipe versus un 30% solitaire, si c'est pas plus là, au niveau de l'équipe. Je vois que Nicolas essaie de se reconnecter. Je m'excuse. Je le remets panéliste. Nicolas, tu nous entends? Allô? Oui! Allô? Au moins, j'étais connecté. Tu sais, j'ai pu continuer à vous écouter. Donc, en fait, la question, pour te la répéter, juste pour que tu sois à jour, c'était à savoir si tu dirais que ton métier est plus solitaire ou beaucoup plus dans la collaboration. Comment tu décrirais ça de ton côté? Oh, là, on t'entend. Oups, ça a comme coupé un petit peu. Peux-tu recommencer? M'entendez-vous? Oui, là, ça va. Pourtant, moi qui m'étais mis super proche de mon routeur en me disant que c'était pas correct.
Il y a les deux. C'est sûr que quand je fais de la révision de documentation technique, c'est quand même quelque chose qui est solitaire, mais l'idée, c'est d'essayer de collaborer le plus étroitement avec tous les intervenants. Donc, rapidement, une phase où je vais lire de la documentation pendant 2 heures, mais c'est sûr qu'il va y avoir un meeting à la fin, je vais être avec les gens. Puis on essaye en tout cas, du moins, j'essaye de entrecaler les deux le plus rapidement possible et de ne pas prendre 3 jours où je suis enfermé, puis après faire des très, très longs meetings. Je pense que le cycle de feedback doit être le plus court possible. On est tous dans des domaines où il faut agir rapidement. Les projets sont sous-vendus pour hier. Donc c'est ça. Donc, c'est un peu un mélange des deux, là, moi. Puis la fameuse question que j'imagine que vous faites poser souvent, mais comment on commence à coder? Mettons là, quelqu'un qui est à la maison, qui veut commencer à se faire la main, là, c'est quoi le b.a.-ba là, pour commencer à se familiariser avec cet univers-là? Ben, moi, j'ai eu un petit neveu qui était bien, bien intéressé puis qui trouvait ça fascinant, le monde de la programmation. Il voyait ce que c'était possible de faire sur son iPad, puis il disait, j'aimerais ça contribuer à cet écosystème-là. La beauté de la chose, c'est que le web, surtout pour le web, les outils, les technologies appartiennent pas à une compagnie. C'est quelque chose qui est ouvert à tous. C'est un monde qui se veut inclusif. Le web, ça appartient à tous. C'est une donnée pour l'humanité. C'est une technologie qui est mise en place pour l'humanité complète. Donc, il y a divers outils. Pour les gens qui sont très, très visuels, il y a un outil qui est développé par l'MIT qui s'appelle Scratch, qui est de la programmation visuelle, où on va venir apprendre des différents concepts de programmation de manière visuelle. Puis c'est ce que mon petit neveu m'a fait découvrir en même temps. Lui, ça lui permet d'apprendre tout le vocabulaire, les variables, les conditions, les répétitions, les timers, ce genre de choses-là, qui sont des primitives avec lesquelles on travaille. Puis j'ai trouvé ça bien. Puis sinon, pour débuter la programmation, comme c'était demandé dans la question, il y a tellement de tutoriels sur YouTube maintenant, c'est fou. Avant, la solution aurait été d'aller choisir un livre à la bibliothèque. Maintenant, si vous avez accès à YouTube, vous pouvez chercher comment programmer. Si vous avez entendu prendre une technologie qui vous intéresse, l'idée, c'est que ça vous intéresse. Je pense que quelqu'un qui n'a pas envie d'apprendre à programmer et que ça ne l'intéresse pas, il va trouver ça très, très difficile. Mm-hmm. Quelqu'un qui a entendu dire que le grand cousin, il travaille, il fait des applications mobiles puis il utilise du Swift. Swift, ça a l'air cool. Commencez par ça. Il n'y a pas de mauvaise technologie. Puis au final, tous les langages de programmation, ils se ressemblent tous. Puis on exprime tous la même chose. Donc, je pense vraiment que d'y aller avec l'intérêt, c'est la clé. Ben moi, c'est ça que ça aurait été ça mon conseil, de prendre un projet, en fait. De prendre quelque chose, en fait, si vous avez cette drive-là, comme Nicolas le dit, si vous avez le goût de faire ça, c'est comme un impératif, là. Je pense qu'il faut que ça vous tente, sinon ça va être tellement dur et impossible, là. Mais moi, je dirais prendre un projet, prendre quelque chose, même si c'est ridicule, stupide, ou ça sert à rien, ou c'est juste pour vous, c'est pas grave. Si c'est développer un jeu vidéo, c'est ça votre projet, ben ça vous donne un but, ça donne quelque chose, et vous pouvez pas comme tourner le coin rond sur un problème, ou vous pouvez pas faire fi de quelque chose qui se trouve dans votre passage. Vous êtes obligé de passer par-dessus parce qu'au final, vous avez le but de je veux faire comme un Mario qui se déplace. Donc, je dois apprendre certaines choses. Donc ça vous oblige à apprendre de connaissances. Puis, ça peut être varié, là. Vous voulez faire une pédale à Git, il existe MaxMSP, qui est comme un programme visuel, un peu comme Scratch, dédié à la musique. Vous voulez faire un jeu vidéo, Unity, Unreal, ça existe. Il y a plein de tutoriels sur YouTube. Vous voulez faire quelque chose, un abreuvoir pour votre chat automatisé qui donne des gâteries le samedi, Arduino, Raspberry Pi, qui sont des petits ordinateurs, des microcontrôleurs, c'est de l'électronique. Je pense que d'avoir un but, d'avoir un projet, quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui
qui est ancré dans le réel, là, je veux faire ça, ben, vous êtes obligé de passer par un set d'embûches, vous êtes obligé d'apprendre certaines. Puis ça va vous focusser au lieu de ben j'ai fait ça, j'ai imprimé Hello World dans le terminal, ok, je sais ça. Là, ça vous donne une ligne directrice. Moi, je pense que ce serait ça, là, mon conseil, là, c'est de prendre un projet puis de réussir à le finir. Irène, je ne sais pas si tu avais quelque chose à ajouter par rapport à ce qu'a dit tes collègues. Non, je pense qu'ils sont tous dit, mais j'ai juste ajouterais que des fois, même si vous ne savez pas un projet en tête, il y a plusieurs tutoriels qui font un petit projet dans le tutoriel. C'est, mettons, créer un calculateur ou quoi que ce soit. Un petit truc, mais que ça te montre les principes. Fait qu'effectivement, c'est juste décider par où commencer parce que je pense que ça, c'est la partie la plus difficile parce qu'il y a beaucoup. Puis comme Nicolas avait dit, on a entendu parler de quelque chose, mais probablement, si tu n'as pas la base, ça va être comme difficile d'arriver au point que tu veux. Mais écoute, si ça t'intéresse, le temps va passer vite pendant que tu fais ton tutoriel puis tu vas t'amuser. Puis, vous avez parlé de tutoriel, Julien t'a parlé de ta formation à l'UQAM, Nicolas t'a étudié en ingénierie notamment. Donc, est-ce qu'il y a des certifications, des formations complémentaires auxquelles vous pensez aussi qui peuvent aider les gens à commencer à se faire une tête sur ce secteur-là? Parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui posait la question, quelqu'un qui est étudiant en communication, mettons, et qui veut faire la transition tranquillement. Avez-vous d'autres idées potentielles pour aider cette personne-là? Ben, je ne sais pas si cette personne a précisé, elle avait étudié en com quoi, mettons cégep. Comme marketing. Mais à quel niveau cette personne Non, était malheureusement, rendue? ça n'a pas été Si mettons c'est un bac en com, ben il y a une maîtrise. Je parle pour moi là, pour un peu mon métier, il existe une maîtrise que je connais, là, mais c'est sûr qu'il y a plein d'autres avenues, mais je sais qu'il y a une maîtrise à l'UQAM qui est dédiée aux médias interactifs. La maîtrise est t'as pas besoin nécessairement d'avoir de précédents en code. C'est plus justement ouvert aux gens du métier de la communication. Donc, je sais qu'il existe ça. Si c'est plus au cégep, ben, je pense qu'il y a le bac pourrait être une super belle opportunité. Comme Nicolas l'a dit, au bac, c'est un petit peu plus général, c'est un petit peu plus une vue d'ensemble. Donc, c'est une belle porte d'entrée là, pour commencer cette vision-là. Puis sinon, ben, il y a plein de certificats. Là, ça, par exemple, j'aurais pas de. Un précis en tête. Non. Exactement. Moi, je peux dire par expérience, parce que dans le fond, j'ai connu quelques personnes qui ont fait un changement de carrière. Même particulièrement, j'ai connu quelqu'un qui était dans le monde de la communication et qui a décidé de changer. Et je trouve qu'en ASC, c'est assez utile comme programme, parce que dans le fond, c'est condensé. L'ASC, j'avais fait, c'était juste 1 an et demi, et ça incluait 6 semaines de stage. Fait c'est assez, on ne profondit pas trop, c'est sûr, mais au moins, tu as la base pour commencer à bâtir tes connaissances. Puis, tu as une structure déjà, tu n'as pas à te trouver un projet parce que le prof va le faire pour toi. Sinon, si la personne est un petit peu plus fonceuse, il existe toujours de rentrer dans une boîte, dans une agence, pas en étant côté techno, puis tranquillement de s'intéresser à ce domaine-là. Il y a plein de gens qu'on connaît, nous, à l'interne, qui ont fait ce changement-là de carrière, petit à petit sur les projets, prennent un petit peu plus de tâches là, liées à ce projet-là vers l'objectif qui s'était fixé. Puis un jour, il y a cet réalignement-là de carrière. On voit aussi là, de se mettre, rentrer, là, go. D'ailleurs, c'était une autre question qui nous a été posée. Mettons, quand vous embauchez des jeunes dans vos équipes, là, donc mettons quelqu'un qui sort de l'université, qu'est-ce que vous regardez
Qu'est-ce que vous cherchez à ce que la personne présente dans son CV pour vous convaincre de rejoindre vos équipes? Est-ce qu'il y a des portfolios pour les gens numériques? Qu'est-ce qui est demandé, en fait, pour présenter sa candidature? À votre connaissance. Moi, ben, je n'ai jamais embauché personne. Fait que je peux pas dire oui. Mais tu dis, au moins pour, mettons, un collègue, tu sais, qu'est-ce que je cherche dans un nouveau collègue qui vient de sortir de l'école, par exemple? Je pense que ce serait quelqu'un passionné, quelqu'un qui a compris que si c'est sa première job, il est en train de commencer, tu sais. Il ne sait pas tout, il n'hésite pas à poser de questions, puis il aime apprendre des choses. Fait que, c'est ça. Pour moi, c'est une personne qui est intéressée puis qui est proactive, puis passionnée par le domaine. Pour moi, ça serait comme très, très important. Est-ce que vous suggériez justement, tantôt on parlait de faire des petits projets personnels, est-ce que c'est pertinent d'ajouter ça à sa candidature? Est-ce que ça peut démontrer justement le savoir-faire de cette personne-là? Ben, chez nous, je dirais que oui, là. Je pense qu'il y a quand même une grosse culture, mettons, du portfolio, d'avoir ce bagage d'expérience-là, qu'il soit professionnel ou non, montre juste un peu comme où ta tête va, qu'est-ce que tu as fait dans le passé, pas nécessairement ce que tu es capable de faire, mais tu sais, ce qui t'intéresse. Ce que tu as été capable de mettre à terme, même si c'est juste pour toi, même si ça a été des projets personnels. Fait que moi, je dirais que on regarde beaucoup plus que ce soit le parcours, mais plus dans le sens où, mettons, les parcours atypiques sont toujours plus intéressants, je trouve, parce que ça amène une dynamique qui est comme différente autour de la table, des points de vue qui sont différents, des perspectives différentes. Puis après ça, ben, les études, c'est tel que tel. On dirait que rapidement, moi, j'aurais tendance à dire qu'on regarde plus justement le portfolio, ce que cette personne-là a fait, mais je parle plus dans le cadre de mon métier. Là, Ben oui. C'est ça. Fait que je dirais que les portfolios, c'est quelque chose qu'on regarde beaucoup. Puis je pensais aussi à ça, ça relie un peu ces questions-là et celles d'avant. Nous, on a un gros problème de stage aussi. Ça peut être une voie d'entrée. Si, mettons, quelqu'un n'a pas de portfolio ou quelqu'un veut commencer dans le métier, je pense qu'on n'est pas les seuls. Il y a plein d'agences qui ont des programmes de stage, mais je sais que nous, on en a un récurrent chaque année. Donc, c'est une voie aussi d'entrée. On commence, les attentes sont plus basses, puis on a une espèce de coaching. Nous, on est jumelés avec des équipes, puis on aide les gens à prendre le bagage, puis à grandir. Mais je dirais quoi, le portfolio clairement aide là, de pouvoir montrer juste où ta tête est portée à aller. Nicolas, je ne sais pas si tu nous entends bien. Oui. En fait, ben c'est sûr que je suis d'accord avec ce que Irène et Julie ont avancé. De cette direction dans laquelle je pourrais peut-être aller pour ajouter à la discussion, ce serait l'appartenance à une certaine communauté. Si par exemple, on parle de Minecraft, il y a une grosse communauté de gens qui jouent à ce jeu-là. Il y a aussi une communauté de gens qui programment des modifications pour le jeu, personnalisent le jeu en écrivant du code. Donc, même si ce n'est pas nécessairement un portfolio à proprement parler, mais juste de dire je suis membre de cette communauté-là, il y a les forums, je participe, de voir un peu l'empreinte en ligne, aussi c'est de la collaboration open source, de démontrer notre intérêt de s'impliquer dans une communauté. Je pense que ça peut en dire beaucoup, ça peut prendre beaucoup de place aussi par rapport à quelqu'un qui n'aurait pas nécessairement de portfolio, mais qui aurait fait des choses dans une communauté comme ça. C'est sûr que ce serait quelque chose qui est pris en compte lors de l'évaluation des candidats potentiels. Très intéressant. Puis, écoutez, on est déjà presque à la fin. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé ce soir. Peut-être que vous avez un message particulier pour les gens qui nous écoutent
par rapport justement là, pour leur donner le goût là, de continuer à considérer une carrière en agence. Je vous laisse la parole si vous voulez ajouter quelques éléments qu'ils soient. C'est sûr qu'il y a la classique table de ping-pong. Aller travailler en agence, c'est choisir un environnement de travail qui est généralement décontracté. C'est choisir un environnement de travail qui est généralement très bonne humeur, dans la joie de vivre. On essaye de faire en sorte de joindre l'utile à l'agréable. Donc, il y a toute une côté de culture en agence qui est très, très importante, puis qui nous permet un peu comme une équipe de hockey d'aller affronter l'autre équipe, puis de se battre, puis de faire en sorte qu'on livre quelque chose duquel on peut être fier. Donc, pour ce qui est de la culture, de l'esprit d'équipe, je pense que c'est un milieu dans lequel c'est très agréable de travailler, en fait, peu importe la discipline qui est choisie. Julien, ouais. Non, mais très bien dit. Il y a un gros sentiment d'appartenance en agence, que ce soit dans les concours. Les gens sont fiers de travailler où ils travaillent. Les gens sont fiers des projets qu'ils ont la chance de réaliser. Je pense que c'est une belle addition. Hey, je n'ai rien d'autre à dire, moi. Ben, c'est parfait. C'était une très belle conclusion, en tout cas très inspirante. Donc, je vous dis vraiment un gros merci, Julien, Irène et Nicolas. C'était tellement, tellement intéressant. Puis, en fait, on enregistre toutes ces belles conférences-là. Ça finit le monde de la com, donc on va partager les enregistrements des 4 conférences très rapidement. Donc, merci à ceux qui se sont connectés ce soir. Puis, je remercie à nouveau nos partenaires, donc la CRPQ, le Grenier aux Nouvelles. Merci encore à Orchestra pour l'identité visuelle. Puis là-dessus, je vous dis bonne soirée, puis merci encore pour votre participation. Merci tout le monde, c'était un plaisir. Bye bye, bonne soirée. Bye bye.